Tous et bienvenue au grand journal sur la télévision panafricaine. Dans un instant, les titres. La Russie désormais à la tête du Conseil de sécurité de l'ONU. La présidence du Conseil tournant tous les mois, c'est donc Moscou qui sera à l'honneur en ce mois d'avril 2023. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, présidera l'instance. La réaction de l'Ukraine ne s'est pas fait attendre, qualifiant de honte le fait de voir Moscou présider l'instance suprême onusienne. Et puis Burkina Faso, le gouvernement expulse 2 journalistes correspondantes du Monde et Libération. Sophie Douce et Agnès Fèvre sont arrivées à Paris dimanche dernier après avoir été appelés vendredi 31 mars dernier à Kiti, Ouagadougou. 2 expulsions qui surviennent après la publication par le magazine Libération d'une enquête incriminant un soldat burkinabé. Une mesure jugée inacceptable par leurs médias respectifs. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour la vitrine. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au grand journal sur la télévision panafricaine. Et c'est avec le Burkina Faso que nous ouvrons cette édition du grand journal de la semaine avec l'armée burkinabé qui a donc affirmé avoir neutralisé dimanche dernier plusieurs terroristes appartenant au groupe armé de l'État islamique au Grand Sahara dans le Sahel du Burkina Faso. Et donc dimanche, l'aviation militaire burkinabé a effectué des frappes aériennes ciblées sur un point d'appui du groupe terroriste de l'État islamique du Grand Sahara, dont la localité de Oursi, a donc rapporté la télévision publique du Burkina Faso, diffusant les images transmises par l'armée. Plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés, selon la même source qui précise que les frappes ont permis de détruire les moyens logistiques utilisés par les terroristes. Et donc, selon l'agence d'information du Burkina, les forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie, ont en outre neutralisé hier dimanche des terroristes qui ont troublé la quiétude des paisibles populations de Kanchari à l'est du Burkina Faso. Et donc la même source citant l'armée burkinabé a ajouté que les frappes aériennes se sont également poursuivies le même jour dans le quartier général du groupe terroriste dit soutien à l'islam et aux musulmans. C'est dans la zone de Nassumbu, dans le Sahel, où plusieurs terroristes ont été abattus. L'armée burkinabé a également engagé des opérations antiterroristes dans la région du centre-nord. Samedi, les populations ont organisé à Boulsa, dans la province du Namentenga, un meeting pour soutenir les autorités de la transition. Confrontées à des attaques terroristes depuis 2015, les autorités burkinabées ont multiplié les opérations antiterroristes ces derniers jours à travers des actions offensives menées contre les groupes armés terroristes. On reste sur le Burkina Faso, nous l'annoncions en titre, avec donc l'expulsion de 2 correspondantes des journaux Le Monde et Libération de Ouagadougou. Ces derniers sont arrivés du côté de la France par Paris dimanche dernier. Et donc Sophie Douce du Monde et Agnès Fèvre de Libération interviennent, ont donc été expulsés après que le Burkina a décidé de suspendre la chaîne de télévision France 24 et 4 mois après celle de Radio France Internationale. Elles sont donc arrivées en France dimanche matin. Les 2 journalistes avaient été convoqués, on le rappelle, vendredi dernier à Ouagadougou à la sûreté nationale et avaient ensuite reçu l'ordre de quitter le Burkina Faso dans les 24 heures. Ces expulsions surviennent à quelques jours après la publication par Libération le 27 mars dernier d'une enquête sur une vidéo montrant des enfants et adolescents exécutés dans une caserne militaire par au moins un soldat dans le nord du pays. Une enquête qui avait évidemment déplu aux militaires au pouvoir au Burkina Faso, selon bien sûr le quotidien. Les autorités burkinabées n'avaient dimanche matin
fait aucune déclaration sur le sujet. Et concernant Le Monde et Libération, ils ont annoncé dimanche matin l'expulsion de leurs journalistes en dénonçant une mesure inacceptable et arbitraire. Cette expulsion confirme selon Libération que la liberté de la presse au Burkina Faso est lourdement menacée. Le Monde pour sa part condamne avec la plus grande fermeté cette décision qu'il qualifie d'arbitraire en soulignant que Sophie Douce comme sa consoeur exerce pour Le Monde un journalisme indépendant à l'égard de toute pression. Et donc, ces derniers ont fait la remarque selon laquelle seuls les médias français avaient reçu des sanctions du côté du Burkina Faso et parle donc de règlement de compte. Et voilà qui concerne le sujet sur le Burkina Faso. Et on va marquer un temps d'arrêt pour recevoir le premier invité de ce journal. Il s'agit bien sûr de Roland Bayala, leader de la COPA du côté du Burkina Faso. Nous allons également recevoir Issa Diawara, qui est un leader panafricaniste. On démarre avec Roland Bayala. Bonsoir à vous, cher monsieur. Et voilà donc deux informations sur le Burkina Faso. La première qui annonce, voilà, le fait que l'armée burkinabé a abattu une dizaine de terroristes dans le Grand Sahel. Et également la seconde information, l'expulsion de deux journalistes, dames, il faudra le dire, correspondantes de Libération et également Le Monde africain. Alors, quelle analyse déjà, ou alors quelle appréciation faites-vous de ces informations? Tout d'abord, la victoire, on va dire cette victoire de l'armée sur les terroristes, puisque une dizaine donc de terroristes a été tués par l'armée burkinabé qui se démêle comme elle peut, voilà, pour combattre ceux-là qui viennent s'aimer la terreur du côté du Burkina Faso. Déjà on a annoncé la semaine dernière des mesures urgentes prises par le gouvernement qui, une semaine après, annonce avoir battu des terroristes. Bonsoir une fois de plus à vous. Bonsoir, bonsoir à vous et bonsoir Afrique Média. Encore merci pour cette opportunité encore de parler de l'actualité burkinabé. Et effectivement, comme vous le savez depuis un certain temps, au Burkina Faso, nous sommes en guerre. Et lorsqu'un pays est en guerre, et ce n'est pas simple, et cette guerre surtout, c'est pour la survie du peuple burkinabé. Et aussi, depuis un certain temps, l'armée burkinabé a entamé une reconquête des territoires qui étaient sous menace, qui étaient sous contrôle terroriste. Et cela aussi a commencé à avoir des victoires de notre armée, et les FDS, les forces de défense et de sécurité, et les VDP, les volontaires pour la défense et de la patrie. Et effectivement, au fond, les militaires vraiment se donnent à fond pour que la paix puisse revenir au Burkina Faso. Et c'est dans ce contexte-là où les gens font tout, les bras et les mains, pour pouvoir permettre au peuple burkinabé de pouvoir souffler en termes de paix, qu'intervient effectivement une enquête d'une agence française, qui d'ailleurs même, voilà, laquelle agence parmi les agences françaises de communication, telles que France 24 et RFI avaient déjà, et à plusieurs reprises, été avertis de certaines publications qui n'ont pas entendu et finalement ont eu effectivement le droit de ne plus émettre. Et voilà que au moment où au nord, notre armée avance, l'armée burkinabé travaille à pouvoir neutraliser ces terroristes-là, on entend qu'une enquête est sortie, et cette enquête dit que l'armée burkinabé et un militaire burkinabé aurait effectivement abattu des enfants. Et cette vidéo, effectivement, a surpris tout le monde sur la toile aussi au Burkina Faso, et ça a beaucoup découragé les gens. Et donc, dans ce contexte-là, on comprenait effectivement que il était normal que le gouvernement burkinabé, effectivement, prenne des sanctions contre ces agents, contre ces journalistes-là, qui, au lieu, effectivement, si c'était des enquêtes que vous avez menées, de les reverser au niveau de l'état-major pour mieux comprendre, et que de passer le temps à relayer ces informations sur les médias. Et donc, ça donnait une réaction effectivement prompte des autorités, et cette réaction était effectivement l'expulsion purement et simplement de ces journalistes. Et donc, nous pensons que, jusqu'à preuve du contraire,
Il faut que les médias étrangers comprennent une fois pour toutes que le Burkina Faso est en guerre. Et lorsqu'un pays est en guerre, il va mettre tous les moyens à sa disposition pour pouvoir gagner cette guerre. Et maintenant, cette communication qui vient, qui n'arrangerait pas effectivement ce pays-là, ça ne va pas aider à combattre sur le terrain. Et donc, c'est une interpellation encore pour nous et à l'endroit de cela. C'est ce qui s'est déjà fait. Je pense que les journalistes ont été expulsés et aussi nous pensons qu'il y a une enquête qui est toujours en cours. Les autorités burkinabées aussi ont ouvert une enquête pour comprendre ce qui se passe et nous allons attendre les résultats. La direction Issa Diawara, bonsoir à vous, cher monsieur. On va dire tout d'abord sur la première actualité que c'est une victoire pour l'armée burkinabé après bien sûr avoir annoncé, avoir mis donc hors d'état de nuire une dizaine de terroristes dans l'est du Burkina Faso, avant bien sûr de revenir sur cette actualité concernant les correspondantes des médias français, ces deux correspondantes-là qui ont été expulsées selon leurs médias de manière brutale. Ils trouvent cette mesure inacceptable et selon eux, la liberté de la presse est menacée du côté du Burkina Faso et surtout, ça ne concerne depuis un certain temps que les médias français. Bonsoir à vous, Issa Diawara, une fois de plus. Oui, bonsoir à vous, madame. Bonsoir à tous ceux qui sont en train de suivre Afrique Média. Et bien sûr, pour répondre à vos deux questions, d'abord, la première question qui porte sur les opérations militaires du côté du Burkina, je pense que ce sont des opérations qui vont au-delà du Burkina Faso. Au même moment, je pense au Mali, nous avons plusieurs opérations qui sont enclenchées derrière et une autre nous avons fait une mission. Il y a quelques minutes, quelques heures à peine depuis là, le ministère de la Défense du Mali communique parallèlement annonce plus de 165 terroristes neutralisés. Et du côté du Burkina, vous n'avez pas moins. Donc je pense qu'il s'agit d'une opération conjointe des deux côtés de la frontière. Il s'agit pour les autorités du Mali et du Burkina de mettre ensemble les caps sur les bases terroristes. C'est pourquoi vous ne serez pas surpris de voir et du côté du Burkina que les deux principaux groupes terroristes ont été ciblés, frappés dans leur QG, au niveau de leur quartier général. Il s'agit bien sûr de ces fameux groupes de soutien à l'islam aux musulmans qui tuent les musulmans et bien sûr qui tuent l'islam, qui en réalité est un groupe à la solde de la CIA, à la solde, je ne sais pas, des renseignements occidentaux, et à la solde en tout cas de tous ceux qui veulent déstabiliser l'Afrique et bien sûr de tous ceux qui prônent l'hégémonie en tout cas occidentale. De l'autre côté du Mali, vous avez les mêmes opérations où vous avez des drones, des avions, même je crois il y a des troupes au sol qui rentrent aussi dans l'offensive. Donc il y a une grande offensive des deux côtés de la frontière. Et en ce qui concerne votre deuxième question, portant sur l'expulsion de ces deux agents de renseignement qui ne sont pas des journalistes, qui opèrent sous couvert des journalistes. Pourquoi je l'ai dit, madame, regardez où ces deux dames et ces deux journalistes ont été convoqués, c'est au niveau des services de renseignement du Burkina Faso. Donc, ce n'est pas au niveau du ministère de la Communication, ce n'est pas au niveau du ministère des Affaires étrangères, mais c'est au niveau des agents de renseignement. Pour vous dire que les renseignements se connaissent entre eux. Donc, ces deux dames-là sont des agents de renseignement qui ont pour terrain favori l'espionnage. Il s'agit pour ces deux dames de casser les opérations en cours de l'armée du Burkina. Le Mali a connu la même chose partout où vous avez des opérations, des actions en cours contre des puissances, en tout cas à la solde de l'Occident. Et bien sûr, vous êtes traité de tous les mots. Aujourd'hui, on parle de la liberté de presse. La liberté de presse, ce n'est pas la liberté de casser, en tout cas, un pays. Ce n'est pas la liberté de détruire, en tout cas, des militaires et l'armée du Burkina. Ce n'est pas la liberté de faire passer l'armée du Burkina, qui se bat pour protéger les Burkinabés comme une armée terroriste qui est en train de terroriser la population du Burkina. Cela est inadmissible. Donc nous voyons une collision, bien sûr, entre les actions menées par les terroristes et bien sûr une action menée par ces dames qui disent répondre au nom d'une presse, je ne sais pas, Journal Libération, Journal Le Monde. Il s'agit de quel monde? Nous ne nous retrouvons pas dans leur monde, qui bien sûr est un monde de l'hégémonie américaine. Nous ne nous retrouvons pas dans leur... Ils affirment que leurs journalistes sont indépendants et ne prennent le parti de personne, c'est-à-dire qu'ils traitent l'information en faisant de la distanciation. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de diffuser les informations qu'elles avaient
découverts sur le terrain. Du moins, c'est ce qu'affirme Libération. Et le journal Le Monde qui trouve ces mesures inappropriées, inacceptables. Voilà les mesures telles que indiquées par le gouvernement burkinabé qui a demandé à ces derniers de libérer Ouagadougou dans les 24 heures qui suivent. Et donc, elles sont arrivées à Paris hier dimanche. Madame, 3 éléments. Premier élément, le Monde dit dans son communiqué, ça prend violemment au président Ibrahim Traoré. C'est d'abord irrespectueux, c'est irrespectable, c'est inacceptable. Deuxième élément que j'ai noté dans leur truc, ces médias parlent des autorités locales au Burkina. Donc pour eux, le Burkina relève toujours de l'Empire français. Donc le Burkina a ce qu'on appelle des autorités locales. Il s'agit bien sûr des autorités de la République du Burkina Faso, à ne pas confondre avec des autorités locales qui doivent correspondre au Burkina à des maires, ou bien à d'autres agents d'une municipalité quelconque. D'abord, ça, c'est de l'arrogance qui est inacceptable. Troisième chose, quand ces médias parlent des journalistes qui sont indépendants, madame, c'est encore un mensonge. Doit-on parler même, partons même de leur logique, doit-on accepter, mettre sur le même pied d'égalité les terroristes et les militaires du Burkina Faso pour parler d'indépendants? Et il y a des journalistes indépendants entre les terroristes et bien sûr l'armée du Burkina. Les terroristes sont à combattre. On ne doit rien faire pour relayer la propagande des terroristes. Et malheureusement, c'est ce que ces journalistes sont en train de faire en faisant passer les militaires du Burkina pour des terroristes. Il y a quelle indépendance dans ça? Bien sûr que ces journalistes sont dans une partie pris. Et en réalité, le Burkina est en guerre. Quand le Burkina est en guerre, c'est aux autorités du Burkina de définir qui est indépendant, qui ne l'est pas, et non à un média du côté de la France, tranché du Burkina. Il s'agit bien sûr des intérêts suprêmes du peuple du Burkina Faso. Donc c'est aux autorités du Burkina, c'est au peuple du Burkina de dire qui est indépendant, qui ne l'est pas, et non à un média propagandiste, bien sûr, un média à la solde, bien sûr, et des terroristes. Aujourd'hui, des médias qui sont en train de se substituer aux agences de communication des terroristes. Ne l'oubliez pas, il suffit que les panafricains aient certains mots, madame, à l'encontre des terroristes et autres, on va vous bloquer. Mais au même moment, vous avez des terroristes qui font toutes les revendications sur les plateformes Internet et autres. Et c'est la passe. Et aujourd'hui, vous avez RFI, France 24 et Média Monde de Libération qui sont en train de relayer, en tout cas, les informations des terroristes et tenir le même langage que les terroristes en essayant de critiquer, bien sûr, les autorités du Burkina. C'est un désastre. Je salue cette expulsion. Merci. Merci également à vous, Issa Diawara, également à Roland Bayala qui est intervenu il y a quelques instants. Rendez-vous dans nos prochaines éditions d'information. Et on va poursuivre avec le Congo-Brazzaville, avec la jeunesse africaine qui est soucieuse de son avenir. C'est sous le thème, voilà, relever les défis du développement de l'Afrique que la première édition du Brazzaville International Leadership Youth Forum s'est tenue donc les 30 et 31 mars 2023 à Brazzaville du côté du Congo. Au total, 500 jeunes de 25 pays ont débattu et échangé sur les questions liées au développement de l'Afrique en face de des leaders africains comme l'ancienne présidente de la RCA, la sénatrice congolaise Francine Muyumba ou encore l'ancienne vice-présidente de la Gambie. Prenons plus de détails dans ce reportage signé de notre correspondant depuis le Congo, Justin Kakumba. Pendant 2 jours, ces jeunes venus de 25 pays africains ont réfléchi autour de leurs leaders comment relever les défis de développement socio-économique de l'Afrique, mais aussi encourager l'engagement actif et participatif des jeunes dans la gouvernance, l'entrepreneuriat, le leadership et la prise de décision. Une note de satisfaction pour ces jeunes ayant participé à cette rencontre. L'engagement de venir participer à ces forums afin non seulement de contribuer de par ma modeste connaissance sur les questions de la jeunesse, sur les questions du développement africain, mais aussi d'apprendre de plusieurs participants. Ces forums constituent un point de départ d'une dynamique de jeunes du continent ayant décidé de prendre en main leur destin commun et celui de toute l'Afrique. Ce sont de véritables acteurs, les premiers d'ailleurs, qui bénéficient des programmes, des lois qui sont mises en place par les États
Et donc eux aussi doivent pouvoir contribuer pour que la reconstruction de l'Afrique se fasse ensemble. Donc l'initiative, c'était vraiment pour pouvoir apporter une contribution significative au rôle de la jeunesse même. Pour la sénatrice Francine Mouyumba et panéliste à ce forum, il est nécessaire pour les gouvernements africains d'agir. La jeunesse devrait aussi elle-même prendre les choses en main car elle représente 77% de la population du continent et constitue un pilier pour l'émergence de l'Afrique. Il n'y aura pas de cadeaux qui seront donnés aux jeunes. Les jeunes doivent se battre et les jeunes doivent tout faire pour arracher. Vous verrez que dans plusieurs partis politiques, on n'aligne pas les jeunes sur les listes électorales. Alors les jeunes doivent s'imposer dans ces partis politiques. Cela veut dire que défendre leurs droits, c'est un droit à participer politiquement au niveau de nos États. Et alors, il faut se battre et monter des stratégies. Et puis, il ne faut pas partir en ordre dispersé. Il faut plutôt partir ensemble en solidarité pour que les jeunes qui ont le mérite d'abord, il faut avoir les mérites, il faut avoir les compétences qu'il faut, parce qu'il ne s'agit pas question seulement de placer les jeunes, il s'agit aussi de pouvoir placer les jeunes qui ont des compétences. L'Afrique fait face à plusieurs défis de taille, notamment sécuritaires, dits au conflit dans le Sahel, la guerre à l'est de la RDC, les défis de démocratisation et de développement socio-économique. Ces panélistes nigériens appellent à l'unité entre Africains. La jeunesse africaine doit être solidaire. Pour moi, c'est inconcevable qu'il y ait une sécurité grandissante dans le Sahel, notamment au Niger, au Mali et au Burkina, et en RDC particulièrement, et que des jeunes des pays voisins ne puissent pas se sentir concernés. Pour moi, au lieu que des Occidentaux débarquent dans nos pays pour, soi-disant, aider nos pays à se protéger, c'est à notre jeunesse, c'est à nos pays d'être davantage solidaires pour lutter contre l'insécurité dans nos pays. Durant des jours successifs, cet événement a constitué donc un moyen privilégié de faire converger les orientations et les actions de tous les intervenants en vue de confirmer la jeunesse comme les catalyseurs de l'intégration régionale à travers une convention de partenariat solide et durable. Merci à vous, Justin Kakumba, notre correspondant depuis le Congo-Brazzaville. Et nous l'annoncions en titre, la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU, désormais dirigée pour un mois par la Russie. Et donc, on rappelle que la dernière fois que Moscou a présidé l'instance suprême de l'ONU remonte à février 2022, pendant lequel les troupes russes envahissaient l'Ukraine. Le Kremlin qui a fait savoir vendredi qu'il comptait exercer tous ses droits à la tête des 15, en référence aux 15 membres que compte le Conseil de sécurité. Et donc depuis samedi 1er avril dernier, la Russie a pris la tête de l'organe exécutif des Nations Unies, et ce pour un mois, succédant ainsi au Mozambique. Le Conseil de sécurité se compose de 15 membres, dont 5 permanents, que sont la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, la France et le Royaume-Uni, et 10 membres élus par l'Assemblée générale pour un mandat de 2 ans. Les membres permanents ont le droit de veto lors des votes. La présidence du Conseil est assurée par chacun des membres à tour de rôle pendant un mois, suivant l'ordre alphabétique anglais des noms et des États membres, précise donc le site des Nations Unies. On rappelle que l'Ukraine avait qualifié jeudi 30 mars dernier la future présidence russe du Conseil de sécurité de l'ONU du 1er avril de mauvaises blagues. La Russie a donc usurpé son siège. Elle mène une guerre coloniale. Son président est un criminel de guerre recherché par la CPI pour enlèvement d'enfants, a donc fustigé sur son compte Twitter le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba. À l'ONU, la Russie dit de son côté faire face à l'Occident collectif qu'il a mis au banc des nations mondiales depuis le lancement de son opération militaire spéciale en Ukraine au mois de février 2022. Le compte Twitter de la représentation permanente russe à l'ONU publie l'ordre du jour de la séance du 3 avril avec l'adoption du programme de travail et une conférence de presse de l'ambassadeur russe Vassili Nebenzia.
Tout porte à croire que la Russie compte profiter de sa présidence pour défendre ses intérêts avec en toile de fond sa situation dans la guerre en Ukraine. Et dans une interview à l'agence de presse d'État russe TASS le 31 mars, l'ambassadeur russe Vassili Nebenzia a annoncé un débat le 10 avril sur le thème des risques liés aux violations des accords réglementant les exportations d'armes et les produits militaires. Ce sujet est extrêmement pertinent, assure-t-il, et ce dernier d'accuser de nombreux autres exportateurs de défense ignorant ouvertement leur propre législation nationale ainsi que les accords internationaux visant à empêcher que des armes ne tombent entre de mauvaises mains. La Russie prévoit également une réunion informelle sur les enfants évacués de la zone de guerre du Donbass et de l'Ukraine et dissiper les faux récits diffusés par les médias occidentaux sur les prétendus enlèvements d'enfants de l'Ukraine et les tentatives de destruction de leur identité. L'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a estimé jeudi 30 mars dernier que la Russie ne devrait pas être membre du Conseil permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Le siège membre permanent de la Russie au Conseil de sécurité des Nations Unies est hérité de celui de l'URSS, dont la Russie est l'État successeur. Et on va rester sur cette actualité concernant la prise du Conseil de sécurité de l'ONU par la Russie. Recevoir dans ce journal deux invités, Gamal Abina et Taïfou Esmaïn, qui sont donc des spécialistes en matière de questions internationales. Bonsoir à vous, Gamal Abina. Et voilà donc la situation à l'ONU avec la prise de la tête du Conseil de sécurité par la Russie en remplacement ou Mozambique. Alors, quelle appréciation faites-vous de cela quand on sait déjà que certains pays et membres ne sont pas pour la prise de la tête du Conseil de sécurité par la Russie, notamment l'Ukraine et les États-Unis qui ont manifesté, l'Ukraine qui a même traité de honte et l'autre de mauvaises blagues en ce qui concerne la prise du Conseil de sécurité par la Fédération de Russie. Bonsoir à vous une fois de plus, Gamal Abina. Bonsoir et merci pour l'invitation. Pour répondre à votre question, effectivement, quoi qu'en dise l'Ukraine, puisque l'Ukraine est un petit pays en regard de la Russie est membre permanent du Conseil de sécurité, simplement parce que après la Seconde Guerre mondiale et la redistribution des cartes dans le monde, on a considéré que les Russes devaient, comme les plus grandes nations, en termes de nombre d'habitants, c'est la raison pour laquelle c'était distribué, non pas la bombe atomique, contrairement à l'idée reçue, les Russes devaient siéger en tant que membres permanents. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il y ait eu 5 membres permanents? Ça correspond à quoi? Au nombre d'habitants, les pays les plus importants de la Terre à l'époque, c'était donc la Russie évidemment, il y avait plus de 200 millions d'habitants, les États-Unis, plus de 300 millions, enfin presque 300 millions d'habitants, l'Angleterre et la France, pas beaucoup d'habitants, mais ils avaient leur colonie qui leur donnait ce poids numérique, évidemment la Chine, et ces pays-là ont donc siégé de façon permanente et ont donc un pouvoir largement élargi par rapport au reste du monde. Et ce qui se passe par rapport à ces questions-là, c'est que aujourd'hui, vouloir remettre en question cet ordre établi après la Seconde Guerre mondiale, après la naissance de ces fameuses Nations Unies qui faisaient suite à la SDN, vouloir remettre ça en question, c'est remettre en question l'équilibre mondial. Alors évidemment, la Russie est engagée dans une guerre, mais les États-Unis ont fait plusieurs guerres et on n'a pas remis en question cette position dominante qu'ils avaient sur ce fameux Conseil de sécurité. Donc simplement pour répondre à votre question, oui, l'Ukraine évidemment est en posture de critiquer cette réalité. Les États-Unis peuvent la critiquer, mais ils sont aussi comptables d'un passé guerrier dans lequel ils étaient engagés. Donc ils ne peuvent pas tellement la ramener là-dessus. Et les Russes sont évidemment parfaitement en position dominante, puisqu'ils ont parfaitement droit de siéger comme d'autres pays. Il y a 15 membres permanents du Conseil de sécurité, il y a 15 membres du Conseil de sécurité et 5 membres permanents. Donc ces 5 membres permanents ont cette puissance sur les autres. Les 15, c'est une présidence tournante en général, et les membres permanents, ils siègent tout le temps. Donc aujourd'hui, on a quoi? On a une guerre qui voudrait invalider la position russe sur ce Conseil de sécurité, sur ces membres permanents. Ça ne peut pas se faire parce que ce qui fonde évidemment la Charte des Nations Unies, c'est les pays comme la Russie, vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, la France, l'Angleterre, les États-Unis et Chine. Donc c'est les 5 grands vainqueurs aussi, il faut l'oublier. Et ce qui fonde leur position sur un plan du droit,
c'est simplement des raisons qui n'ont rien à voir avec la bombe atomique, mais simplement des raisons numériques que je vous disais tout à l'heure. Par la suite, c'est avéré que ces pays ont eu accès à la bombe atomique, beaucoup plus tard évidemment, mais d'autres pays ont la bombe atomique aujourd'hui ne sont pas membres permanents. Alors, évidemment, ce pouvoir élargi leur donne la possibilité d'avoir ce qu'on appelle le droit de veto. Le droit de veto, c'est la possibilité, lorsqu'il y a une sanction sur un pays, de s'opposer de façon unilatérale et antidémocratique au veto. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, eh bien, les États-Unis ne peuvent ni remettre en question cet ordre mondial qu'ils ont voulu. C'est quand même Woodrow Wilson qui voulait ça au départ avec la SDN, puis ensuite les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Ils ne peuvent pas remettre en question, et encore moins pour une question de guerre territoriale avec l'Ukraine. L'Ukraine est un petit pays qui appartenait à l'Union soviétique. L'Ukraine faisait donc partie à l'époque, sans le vouloir, de ce fameux siège permanent du Conseil de sécurité. Aujourd'hui, l'Ukraine est en grande difficulté, évidemment, à beau jeu de critiquer cette posture, mais le droit international donne droit à la Russie d'occuper cette place en parfaite légitimation. Direction Taïfour Esmaïn, bonsoir à vous, cher monsieur. On parle bien sûr de la présidence de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU. Vous avez suivi Gamal Abina il y a quelques instants. Il a notamment parlé du droit de veto. Alors Taïfour Esmaïn, selon vous, est-ce que les membres permanents du Conseil de sécurité devraient-ils justifier leur droit de veto, et aussi la Russie peut-elle être exclue de l'ONU après bien sûr les propos des Américains qui affirment avoir l'œil, voilà, un œil très fin sur la prise de décision de la Russie, et a appelé cette dernière à se comporter surtout de manière professionnelle. Bonsoir une fois de plus à vous. Bonsoir madame, merci de m'inviter, merci aussi à tous nos téléspectateurs. En fait, pour répondre à votre question sur l'exclusion éventuelle de la Russie, l'article 5 et 6 de la Charte de l'ONU prévoit une éventuelle exclusion des autres États membres, sachant que la Russie est un membre permanent et qui dispose donc d'un droit de veto. Donc, ce cas de figure, il est à écarter. On ne peut pas parler d'exclusion de la Russie. Pour parler de légitimité de la présidence qui survient à la suite d'une rotation par ordre alphabétique, la Russie est dans son droit légitime et originel, c'est d'occuper ce poste. En plus de ça, la présidence du Conseil de sécurité ne va pas au-delà de certaines prérogatives, à savoir que le président du Conseil se charge d'organiser les débats, même arbitrer. Et dans ce cas de figure, s'agissant de la Russie, parce qu'elle est partie prenante dans le conflit ukrainien, donc il est d'usage que le président du Conseil s'érige en observateur plutôt qu'en décideur ou un quelconque, on va dire, comploteur. Donc je vois mal que la Russie puisse intervenir de manière, on va dire, dominante dans les 10 conseils, sachant pertinemment que les 5 membres sont on va dire, égaux en droit, surtout en faisant référence au droit de veto. Ma foi, s'il fallait parler d'un danger ou d'une quelconque influence vis-à-vis des autres États, il est vrai que au sein de l'enceinte de Conseil de sécurité, il y en a ce qu'on appelle le lobbying. On l'a vu lors de la guerre de Syrie, c'est-à-dire quand il y avait par exemple Nikki Haley qui avait même enlevé ses chaussures pour taper sur la table. Elle voulait imiter quelque part Khrouchtchev, donc elle voulait marquer de par sa présence et surtout menacer les pays, notamment africains, parce qu'ils n'avaient pas voté ce qu'on appelle la reconnaissance de Jérusalem par les Américains comme capitale éternelle de l'État d'Israël. Et on voit bien que ce jeu politique ou ce jeu d'influence aujourd'hui est en train de changer de camp. Maintenant, les Russes, ils sont, je pense, sur le plan militaire, ils sont gagnants. On l'a vu aujourd'hui à Bakhmout, et c'est une question d'heure, Bakhmout va incessamment tomber. Et puis, s'il fallait parler encore de la durée du Conseil de sécurité, de la présidence, du Conseil de sécurité, ce n'est qu'un mois, c'est pas une année, c'est pas 10 ans. Donc, inutile de parler inutilement, et c'est beaucoup plus la gesticulation ou de la logorée, verbale. Donc, il faut pas s'inquiéter, la Russie, elle est dans son droit, encore une fois, légitime.
Pour Smaïn, malgré, on va dire, les revendications des États-Unis par le biais de Linda Thomas Greenfield, qui affirmait qu'il fallait retirer à la Russie son droit d'être membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. On voit donc que ce n'est pas passé qu'aujourd'hui, ou alors depuis le 1er avril dernier, la Russie exerce véritablement son plein droit, qui est celui d'être à la tête du Conseil de sécurité de l'ONU. Que peut-on comprendre à travers comment dirais-je, à travers cet acte, malgré le fait que les États-Unis, que l'Ukraine et plusieurs autres pays aient tiré sur la Russie. La Russie, on est quand même est parvenue à être à la tête du Conseil de sécurité d'une organisation comme celle de l'Organisation des Nations Unies. Vous l'avez vous-même dit, elle est dans son droit naturel d'occuper ce poste. Maintenant, est-ce que les autres membres, en dehors même les Occidentaux, en parlant des Français, des Anglais, des Allemands, n'ont pas vraiment contesté la présidence, à part les médias ici en Occident, qui ont plus ou moins un peu cherché à comprendre quels sont les mécanismes à mettre en place pour éventuellement exclure la Russie. La Russie ne peut pas être exclue de ce dit conseil, je viens de l'évoquer, c'est par rapport donc au droit de veto dont elle dispose. La Russie est un État très puissant, nucléaire, donc il faudrait certainement pas donc se lancer dans des débats qui sont stériles en fin de compte. Mais pour revenir à la déclaration de Linda Thomas Greenfield, cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de gesticuler, enfin quelque part en train de souffler dans le vent. Donc c'est une déclaration qui n'a aucune importance. C'est beaucoup plus la figuration politique qu'elle est en train de faire, ou plutôt de pantomime politique qu'elle est en train de faire. Je vois mal maintenant que les Russes vont se résigner, se retirer, surtout que aucun des membres, sachant même les 10 membres non élus, et aucun de ces membres n'a le droit d'exclure la Russie. La Russie, elle a encore une fois ce droit donc de jouir du droit de veto, et en plus il y a l'allié de taille qui est à ses côtés. Il faut pas oublier la Chine. Et si ma foi maintenant on peut parler d'une éventuelle, on va dire, influence, ou plutôt d'un débat qui pourrait avoir, on va dire, sa portée stratégique, c'est le fait de revenir sur ce que vous l'avez vous-même dit tout à l'heure, en ce qui concerne la réunion informelle que Lavrov compte organiser sur les enfants déportés. Pourquoi? Parce que ces enfants n'ont vraiment pas été déportés, nous l'avons dit précédemment, c'est beaucoup plus des enfants du Donbass qui sont pour la plupart d'origine russe, on les a mis beaucoup plus à l'abri de la guerre plutôt qu'une déportation. Donc encore une fois, il faut surtout pas donc se lancer dans des débats qui n'ont aucun impact sur la présidence russe du Conseil de sécurité. Gamal Abina revient à vous pour refermer ce sujet concernant la présidence du Conseil de sécurité russe, qui est donc tenu par du Conseil de sécurité de l'ONU, qui est tenu par la Russie, et ce durant le mois d'avril. Donc, selon vous, Gamal Abina, que peut faire la Russie, ou alors que veut faire la Russie à la présidence de l'ONU, même si d'aucuns craignent que les décisions qu'elle prendrait sont celles qui l'arrangeraient, surtout dans son conflit chez l'opposant à l'Ukraine? Sur le plan du droit, il n'y a pas grand-chose à faire, parce que les Russes sont membres permanents, donc ils ont un droit de veto. Donc quelle que soit la décision prise, ça ne changera absolument rien à la donne, hein. Il n'y a aucune décision possible. Il faut se rappeler une chose importante, c'est que les États-Unis en 2003, lorsqu'ils vont agresser l'Irak, n'ont pas l'assentiment de l'ONU. C'est une agression caractérisée avec l'Angleterre, et pour autant, ils n'ont pas été exclus, il n'y a même pas eu de discussion sur le fait qu'ils soient ou pas membres permanents, ou qu'on puisse les suspendre ou quoi que ce soit. Ils ont fait leur guerre contre toute attente, contre le monde entier. Ils ont fait une sale guerre, on la connaît maintenant, et ça a déjà des conséquences très graves et derrière tout le reste. Donc non, ce que va prendre comme décision, ce que vont prendre comme décision les Russes, s'ils les prennent, ce sont des décisions qui ne vont pas avoir beaucoup d'influence. Je crois que le Conseil de sécurité de l'ONU, ou même de l'ONU tout simplement, ce fameux machin décrié par De Gaulle à l'époque, n'est qu'une caisse enregistreuse de doléances de personnes qui aimeraient peut-être apporter quelques résultats positifs sur le terrain de la négociation, mais qui ne donneront pas grand-chose. Quand des grandes puissances se font la guerre, en l'occurrence c'est une guerre par proxy entre les Russes et les Américains, l'Ukraine étant le dindon de la farce, eh bien, quelles que soient les décisions prises à l'ONU, elles ne sont pas applicables, et j'en veux pour preuve la question palestinienne, lorsqu'Israël, par exemple, viole depuis plus de 70 ans maintenant
toutes les règles onusiennes, avec des centaines de textes qui ont été signés contre eux, et avec des droits de veto permanents des États-Unis pour protéger leurs petits enfants chéris, eh bien, il n'y a pas de conséquences en vérité. Donc les géants qui se font la guerre, c'est toujours des guerres qui sont quand même mesurées, feutrées. Le droit dedans n'a absolument pas grand-chose à avoir en vérité, puisque la place du droit, c'est la force qui fait droit et non pas le droit qui fait la force. Donc, quelle que soit la décision prise par les Russes, elles ne seront pas entérinées par les Américains. Et quelles que soient les volontés américaines de vouloir sanctionner les Russes, elles ne seront ni entérinées par les Russes qui ont un poids prépondérant, ni même validées par la Chine, et encore moins par les pays du Sud. Donc aujourd'hui, le Conseil de sécurité, les membres permanents, tout cela, c'est juste des points de palabres qui ne donnent pas grand-chose. Dans les faits, ce qui se passe, c'est sur un terrain militaire. On voit que par contre, ça prête à tomber. On voit que d'autres villes vont tomber. On s'y attend prochainement. On voit qu'il y a beaucoup d'atermoiements du côté occidental pour un soutien en demi-teinte à l'Ukraine. Et on voit qu'effectivement, le seul qui y croit encore un peu, semble-t-il, peut-être ou pas d'ailleurs, c'est Zelensky qui est le seul qui croit encore à la possibilité d'une victoire quelconque face aux Russes. Les Russes font la loi militaire, feront la loi au Conseil de sécurité, et même s'ils sont sanctionnés de façon symbolique, ça ne donnera pas grand-chose. Dans les faits, lorsque les puissances nucléaires se font face, qu'il y ait ou pas du droit, ça ne change pas grand-chose à la donne. Donc aujourd'hui, si les États-Unis font semblant d'être outrés par la présidence russe, rappelons-nous qu'ils étaient aussi en présidence des États-Unis, ils sont toujours membres permanents, membres du Conseil de sécurité, droit de veto permanent, et pour autant ils ne respectent rien, ni le droit, ni quoi que ce soit. Donc Américains comme Russes, de toute façon, ils sont dans une posture extrêmement confortable et ils ne sont pas inquiets ni l'un ni les autres, ni les uns ni les autres. Merci à vous, cher monsieur. Rendez-vous certainement dans nos prochaines éditions d'information. Une chose est sûre, il y aura de l'actualité concernant la présidence de l'ONU, puisque ils seront à la tête de cette instance pendant tout le mois d'avril. On rappelle que c'est Sergueï Lavrov qui sera à la tête de la dite instance, celui qui est chargé des affaires étrangères. Et voilà qui marque donc un terme à cette édition du Grand Journal sur la télévision panafricaine. Merci de nous avoir suivis et surtout de rester en compagnie des programmes de la télévision panafricaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Afrique Média, le monde, c'est nous.